Et donc, voici le texte. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. La cravate, c'est un documentaire signé Étienne Chailloux et Mathias Théry. Comment est né le projet de ce documentaire, La cravate ? Alors ça fait suite à un projet pour la télévision dans lequel apparaissait déjà Bastien, que nous avons suivi pour le film, et que Mathias avait réalisé à l'automne précédant les élections présidentielles, qui était un film pour une collection que je dirigeais pour France 3, qui réunissait des jeunes de 17 à 22 ans qui allaient voter pour la première fois. Et Mathias était réalisateur dans les Hauts-de-France et avait eu pour mission de trouver un sympathisant ou un militant du Front National parmi ces trois personnages. Et donc à cette époque, j'avais rencontré différents militants, je m'étais adressé au parti, j'avais demandé à rencontrer des jeunes. Et puis quand je suis tombé sur Bastien, Étienne et moi l'avons trouvé intéressant. Et donc nous l'avons suivi pour ce premier projet. Et ce premier projet nous a donné l'occasion de mieux le connaître et de constater que nous arrivions dans sa vie à un moment particulier où il était en train de se rapprocher des dirigeants du parti et de peut-être monter dans la hiérarchie. Donc après l'avoir suivi peu de temps pour le premier projet, nous lui avons proposé de rester avec lui pour la suite de l'élection présidentielle et de raconter son histoire. Est-ce que vous vous êtes tout de suite inscrit dans le fait qu'il fallait que ça soit un mouvement d'extrême ou ça aurait pu être un militant d'un autre parti ? Pour la cravate, c'est la continuité de la rencontre avec Bastien. Ce qui nous intéressait, c'est de se confronter aussi à l'extrême droite, c'est-à-dire à une personne qui pense à l'opposé de nous et de voir comment on pouvait dialoguer, est-ce qu'on pouvait dialoguer, comment adopter le bon ton, la bonne posture face à ce type de personne. Puisque quand on fait un film, on doit forcément collaborer avec lui. Il collabore un peu avec nous. Donc pendant le tournage, il est pas complètement adversaire, mais en fait, dans les idées, il l'est totalement. Voilà, donc ça nous intéressait de creuser tout ça. Oui, c'est ça. C'est un film sur la naissance de l'engagement politique. Comment est-ce qu'un jeune devient aussi militant et quel avenir peut lui proposer la politique. Mais bien sûr, le Front National est un parti à part, bien particulier, et donc il fallait que nous nous confrontions au traitement bien particulier cinématographique du sujet. Alors justement, parti à part, comment le parti vous a reçu ? Parce que là, il y avait Bastien, mais le parti vous reçoit. Est-ce qu'il y a eu des conditions ? Comment s'est passé le tournage avec le parti politique en question ? Dans un premier temps, nous sommes en période présidentielle. Des présidentielles, le parti est en demande, en fait, de médiatisation. Donc, il nous laisse filmer Bastien, un peu après avoir quand même, je pense, vérifié que Bastien était à la hauteur, était fiable. Oui, qui reste un bon porte-parole, entre guillemets, pour eux, et sans dérapage. C'est pour ça qu'ils l'ont conseillé, ce jeune. C'est-à-dire que Mathias, tu as pu rencontrer 4 ou 5 jeunes du FNJ, Front National de la Jeunesse. Ouais. Et Bastien avait été recommandé parmi ces jeunes. Oui, recommandé par Éric Richermoz, qui est son supérieur hiérarchique, qui n'est pas beaucoup plus vieux que lui, qui est un personnage du film. Et donc nous, on a bien conscience qu'on est face tout de même à un système de communication. Et donc il fallait que l'on réfléchisse à comment sortir de ce jeu-là, le jeu entre la relation journaliste politique,
où il y a une forme il y a une relation un peu donnant-donnant. Les politiques sont là pour essayer de vendre leurs marchandises et les journalistes pour traiter l'actualité. Et nous, il fallait qu'on invente une manière de faire un pas de côté pour aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Et donc, le parti nous laisse faire. Et puis ensuite, dans un premier temps, il nous laisse faire. Donc, et ensuite, quand on décide de rester, on dit vous avez vu comment on travaille. On voudrait continuer à rester, mais en étant plus axé sur Bastien et sur sa vie personnelle. Et là, localement, on nous a dit d'accord, mais tout en sachant, nous, que le parti serait toujours dans la maîtrise de quand est-ce qu'il nous ouvrirait les portes, quand est-ce qu'il nous les fermerait, etc. Et donc, c'est ce que je viens de dire. On a trouvé un dispositif qui nous permettait de ne pas être à la merci du bon vouloir du parti. Utilisé finalement par le parti. On est tombé dans la communication qu'on voulait bien nous donner. C'est un parti qui cherche à passer pour sympathique. On est dans une période où ils mettent en avant les jeunes. Ils mettent en avant le fait qu'ils sont modernes, utilisent les réseaux sociaux. Un côté vraiment sympathique en surface. Et ils ne voulaient donner que ça, quoi. Donc nous, on a dû essayer de gratter un peu pour voir le cœur sombre de la bête. Et donc c'est pour ça qu'on a cherché un dispositif qui permettait ça, quoi. Et donc, il y a, par exemple, on peut parler d'une des premières scènes où on voit Bastien démarrer cette espèce de chaîne YouTube avec Philippot. Et là, par exemple, sur ce dispositif, Philippot arrive dans la pièce. Est-ce qu'il sait que vous êtes là? Est-ce qu'il vous a identifié? Est-ce que on est comme à l'époque du KGB, un contrôle de la parole ou pas? Ça se passe comment? Alors bien sûr, Philippot sait qu'on est là. Ça a été balisé puisque nous sommes dans le QG parisien, le QG de campagne du parti, qui est un lieu qui est très fermé aux caméras. Mais comme Éric Richermoz, qui emmène Bastien à ce moment-là au QG, est un proche de Philippot, il a prévenu Philippot, il a dit on va faire quelque chose autour de ta chaîne YouTube. Et Philippot est lui-même aussi dans une opération communication. Il nous dit attention, vous avez un scoop, je pense que beaucoup de journalistes aimeraient avoir cela, etc. Nous, on joue le jeu, mais on sait nous très bien que nous ne sommes pas dans ce qu'espère Philippot, une pub instantanée. On sait qu'on fait un projet au long cours et que nous sommes en train d'étudier. Oui, ça va pas sortir tout de suite. Ça va pas sortir tout de suite. Et c'est un projet au long cours qui est en train d'essayer. Nous, on travaille à regarder avec distance un peu toute la grande mécanique du parti. Donc, il y a un petit jeu entre eux et nous où chacun y trouve son compte, mais voilà, il faut dealer quand même avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord. Et donc, dans cet échange, votre montage, enfin vos premiers sauts de montage, vous les faites à quel moment? Après les élections ou au fur et à mesure? Saut de montage, c'est-à-dire le montage du documentaire. Vous commencez votre montage une fois que vous avez tous vos rushs? Avant d'en faire le montage, je pense qu'il faut quand même parce que là on parle de notre rapport au parti, mais il y a quelque chose de bien particulier qui est qu'on a aussi affaire à une personne qui est Bastien et que lui on ne considère pas comme le parti. Pour nous ce n'est pas... on se dit comme un individu, lui. C'est un individu qui est pris au milieu, dont l'histoire s'entremêle avec celle du parti, et ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier comment est-ce que sa trajectoire va rentrer en contact. Justement, etc. par rapport à Bastien, est-ce que vous avez fait un travail journalistique pour le coup en amont de ce documentaire, en le laissant parler, mais en sachant exactement un peu son parcours auparavant? Ou est-ce que vous découvrez... C'est un petit peu plus complexe que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui retient ses mots, qui dit pas tout. Au départ, il est le bon soldat du Front National, cherche à faire passer avant tout les points du programme de Marine Le Pen. Petit à petit, ça se passe bien à notre contact. Il s'ouvre, on fait des entretiens qui sont plus intimes, avec un petit micro, chez lui, dans un bar. Des longs entretiens. Et on découvre un peu plus de lui.
sans jamais savoir si tout ce qu'il nous raconte est vrai ou faux. Mais en tout cas, la relation se construit au fil du tournage. Et nous, on décide de faire le film sur lui parce qu'on sent qu'il y a tout de même une trajectoire qui nous inspire la trajectoire d'un personnage romanesque, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Au moment où on commence le film, il commence à gravir les échelons du parti, mais ensuite, tout ce qui se passe ensuite n'a été que imprévu pour nous. Alors justement, on parlait de romanesque. Dans votre approche, il y a vraiment un côté littéraire avec cette voix off qui est très le grand Maulne, on va dire, un petit peu, un peu du Flaubert aussi, certainement. Je suppose que ça, c'est une volonté aussi, peut-être pour ancrer plus le documentaire dans un côté à la fois littéraire et historique. Oui, ce ton-là permet le recul de l'histoire. Nous, on fait un film en espérant qu'il puisse raconter une époque en France, les années 2017, et qu'on pourra se retourner dans quelques années en voyant le film en se disant « Ah oui, c'était une période particulière ». Et puis aussi, c'est un moyen pour nous de prendre de la distance sur une réalité qui est très chaude devant nous. Et pour dire aussi aux spectateurs, ne réagissons pas que avec nos affects premiers, essayons de comprendre les mécanismes de ce qui est en train de se jouer sous nos yeux. Cette voix off, c'est un matériau dont on n'a pas forcément l'habitude de manipuler. Donc, dans les films précédents, on n'avait pas de voix off, par exemple. On fonctionnait plus, dans celui qu'on a fait avant, La sociologue et l'ourson, avec des scènes en immersion, en cinéma direct, où on intervient peu, on laisse la scène se dérouler. Donc c'était au moment du mariage pour tous. Et puis accompagné de scènes en marionnettes qui reconstituaient des conversations qu'avaient Mathias et sa mère, sociologue. Il n'y avait pas de voix off, sauf la voix téléphonique d'Irène, quoi. Là, c'est un matériau nouveau qu'on a voulu essayer de creuser. Et donc, on a voulu cette voix très littéraire, parce que ça nous permettait une grande précision pour rencontrer Bastien, pour préciser ses intentions, essayer de rentrer dans sa tête. Vous avez cité Flaubert, je pense que c'est un très bon exemple. D'ailleurs, on ne disait pas tant voix off que ça, hein, que texte, que roman. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va faire une voix off comme on fait une voix off habituellement oui, à la télévision. C'est pas réellement une voix off, c'est la voix qui accompagne. C'est-à-dire que ce texte, c'est le récit. On disait le récit de Bastien. C'est un récit, et c'est même un objet, livre, qui a une place dans le film, qui est un objet que l'on donne à Bastien en lui disant tiens, voici le récit donc de quelque chose. Cette façon-là, elle est écrite auparavant. C'est-à-dire que vous voulez donner cette tournure-là avec cette scène où il est dans son fauteuil. Au premier étage de ce bâtiment. D'ailleurs, tourné ici au Cinespace à l'époque avec Marie-Jeanne, qu'on salue au passage, évidemment. Donc, ce tournage-là, là, à ce moment-là, lui a vu le documentaire où il est juste en train de lire le script, en gros. Il n'a vu aucune image à ce moment-là. D'accord. Il est en train de lire le récit que nous avons choisi de faire de ces 6 mois qu'on a passés à ses côtés. Donc, la chronologie, ça fait un tournage de 6 mois sur le vif, au cours duquel on réalise avec lui régulièrement des entretiens qui ne sont pas destinés à être au montage, mais qui vont nourrir notre écriture. Ensuite, une période d'écriture d'un an environ. D'à peu près un an, et de pré-montage du film, parce que nous, il fallait qu'on pense une voix qui soit à la fois un texte complètement autonome et aussi un texte qui puisse accompagner les images du film. Donc on pré-monte et on écrit en même temps. Autonome pour que Bastien puisse le lire. On avait souhaité un texte et non pas... Parce qu'on nous a posé la question, pourquoi vous ne lui montrez pas les images, tout simplement. Et ben parce qu'on souhaitait que Bastien réfléchisse. Et on s'est dit, s'il se voit... Il va se regarder de trop près. Il ne comprendra pas forcément il n'y aura pas suffisamment de distance. Le texte, comme dans un livre, c'est très précis, hein, en réalité. Il peut bien comprendre les intentions qu'on y met. Il peut s'arrêter, relire, se demander les pages, se dire ce mot-là, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on avait montré les images, beaucoup plus compliqué. Ouais. D'ailleurs, on voit par moments, il bloque en disant ouais, j'ai dit ça, je vais passer pour ça.
Oui. Bien sûr, Hein, c'est une volonté de notre part de lui donner une forme de droit de réponse dans le film même et qu'il puisse qu'il puisse commenter le texte qu'on lui donne, puisque le texte c'est un portrait de lui, c'est un miroir qu'on lui tend. Il peut dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis un peu d'accord, mais pas exactement, etc. Puisque il est clairement identifié pour le spectateur que nous ne sommes pas des amis politiques, et donc nous ne pouvions pas être les seuls à avoir la parole dans le film. Il fallait que lui-même ait la parole. Bien sûr. Et nous étions curieux de savoir si cette démarche de lui donner son histoire à lire était aussi génératrice de quelque chose, ça allait provoquer quelque chose. Et ça a été le cas. Mais je ne vous en dis pas plus parce que... Ça, c'est découvrir dans le documentaire. Alors, aussi, on est dans un documentaire qui est sur une chronologie, mais une chronologie que vous ne maîtrisez pas sur la fin. Aujourd'hui, on la connaît, cette chronologie. Emmanuel Macron est à l'Élysée, mais ça aurait pu être Marine Le Pen. Est-ce que, à certains moments, vous l'envisagez ? Et vous parce que vous avez tous c'est-à-dire que bien sûr on l'envisage, parce que oui, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été assez marquant dans ce projet en particulier, c'est-à-dire qu'une fois que le film est fait, etc., qu'on a réfléchi, qu'on l'a monté pendant des mois, etc., on a l'impression que l'histoire est gravée dans le marbre, mais pendant qu'on le vit, mais au moment où vous on est dans une forme d'incertitude permanente. Donc on est dans l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer avec l'élection, parce que je rappelle qu'en plus à ce moment-là, c'est François Fillon qui devait gagner cette élection. On n'est pas à l'abri d'un retournement, etc. On est dans une relation avec un parti qui a des problèmes avec les caméras. Du jour au lendemain, on peut aussi se faire éjecter. On est un peu parano nous-mêmes. On se dit, est-ce qu'on n'est pas surveillé ? Est-ce qu'on nous dit, faites attention à vos téléphones, etc. Dans le passé, le Front National a quand même fliqué de très près les gens qui les approchaient. Parfois, on se met un peu à paranoïer, on va dire. Donc, il y a cette incertitude-là. On ne sait pas ce que va devenir notre personnage. On ne sait pas si lui-même, à un moment donné, va dire on arrête, finalement je suis trop mal à l'aise avec ce film. On ne sait pas quelle sera sa réaction à la lecture du livre. Et en plus, comme le principe du film, c'est de le faire valider par le personnage avant de le livrer au spectateur, on ne sait même pas si lui-même va valider le film. C'est chose qui peut poser problème. Donc, et on est toujours dans une... voilà. Tout ça, c'est les risques et le plaisir du documentaire. C'est le documentaire. Alors justement, pour vous, en tant que réalisateur, c'est les risques et les plaisirs du documentaire, mais pour les producteurs, parce que là, finalement, vous décrivez ils sont producteurs de documentaires, donc ils sont un peu aguerris. Ouais. Mais est-ce que, dans ce sens-là, est-ce que c'est facile de monter un tel projet ? Alors, on ne va pas répondre à leur place. Mais pour vous, est-ce que ça, quand vous avez commencé à présenter nous, le projet... Nous, on voit bien le budget du film qui est rikiki, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu d'argent. Ouais. Vous avez frappé à des portes quand on vous a fermé ? Voilà, CNC télé un petit peu, parce qu'ils partaient plus sur une optique télé au départ, nos producteurs, et nous on voulait le cinéma. Vous vouliez le cinéma d'emblée. D'emblée. Votre objectif, c'était que ça soit même s'il y avait un deal avec la télévision, on voulait que le deal ce soit télé plus cinéma, qui est une sortie salle. Mais ça a été très, très compliqué d'obtenir des financements parce que sujet polémique, parce que comme on a tourné à chaud pendant la campagne aussi, la période où on a été demandé de l'argent, c'était après l'élection et il y avait un ras-le-bol généralisé. Il y avait aussi des gens qui nous disaient le Front National est mort. On nous l'a dit beaucoup. C'est fini. Ouais. Mais tout de même, on peut dire quand même qu'on a eu la chance de travailler avec des producteurs qui nous laissent une grande liberté, qui ont une grande confiance dans notre démarche et qui sont assez peu interventionnistes sur notre travail, qui nous laissent assez indépendants. Et donc, nous, on peut, de ce côté-là, on se sent assez libre. Et cette liberté, elle est importante. Je pense qu'il y a des gens qui sont assez bridés, ou la question de la confiance. D'ailleurs, c'est à ça qu'on s'est heurté au niveau des financements. C'est est-ce que les gens nous disaient, dispositif réfléchi, on connaît votre travail, on le trouve bien, mais est-ce que vous allez y arriver ? On ne sait pas, et donc on ne finance pas. Et c'est trop dangereux. Ils ne nous faisaient pas assez confiance. Non, c'est un sujet beaucoup trop brûlant pour le laisser comme ça à des gens dont on n'a aucune garantie que le film aille au bout, que ne fasse pas des dommages collatéraux, une énorme publicité au Front National.
Et quel était votre... Parce que bon, par moment, on est vraiment en immersion complète. Hein, on va pas dévoiler le documentaire parce qu'il faut vraiment voir ce documentaire et je pense en dire le moins possible. Donc c'est aussi très compliqué de faire une interview en incitant les gens à aller le voir. La démarche est quand même très importante. Ouais. Voilà. Et par exemple, comment faire complètement oublier les caméras à Bastien pour pas être dans la télé-réalité, par exemple, des scènes de voiture, comment on se fait plus que petit. C'était quoi votre dispositif technique dans ces moments-là? On se fait jamais vraiment petit, mais je pense que c'est un travail du long cours. C'est-à-dire que comme ça, c'est quelque chose qui se passe sur tous les films. On ne se cache pas. On ne se cache pas, on assume notre présence, on discute avec les personnes qu'on filme sur nos intentions pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on est en train de faire et qu'ils ne soient pas en train de se demander ce qu'on fait. Les intentions, là en l'occurrence, c'était les intentions de cinéaste. C'est-à-dire qu'on va te filmer à tel endroit, on aimerait te filmer avec tes amis. Voilà, une fois que la scène se passe, on n'intervient pas. Est-ce que vous avez eu des refus? De la part de Bastien? Ouais. Alors il a refusé qu'on aille du côté de sa famille. Il nous l'a dit très tôt, je ne veux pas que vous filmiez ma famille, elle ne vous rencontrera pas, elle n'en a pas envie. Donc on a respecté ça. Voilà. À part ça, il disait famille et travail. Je veux pas, parce qu'au début il travaillait. Et dans pourtant, le film, on dit vite, il change de travail, mais il voulait pas qu'on aille sur ce lieu de travail aussi. D'accord. Et ça, pour vous, ça vous posait pas problème de respecter Ça fait partie du deal. Hein, ça faisait partie du deal, mais du coup, il a fallu qu'on l'intègre au film. C'est-à-dire qu'on explique dans le film qu'on n'a pas accès à cet endroit-là, parce que c'est important que le spectateur soit au courant quand même de à quoi on a accès. Ensuite, Bastien joue le jeu. Je pense qu'avec le temps, toute personne qui est filmée, c'est pas qu'elle oublie la caméra, mais c'est qu'elle l'apprivoise. Et donc elle arrive à un moment donné à faire sa vie en sachant qu'à des moments on est ensemble et qu'on est pris en compte et qu'on n'est plus en train de trop déranger non plus le cours des choses. Et vous, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, maintenant que le film est terminé, que Bastien part dans la nature, revient ce soir à Beauvais par exemple, rencontrer le public, est-ce que vous sentez à travers votre documentaire, une responsabilité sur son devenir? Parce que bon, il révèle quand même des trucs qui sont hyper intimes, sa personnalité, des choses qui, à la base, il ne souhaitait pas vraiment dévoiler. Il les dévoile. Ce soir, il va se vivre des choses autour de lui. Est-ce que vous, là, vous avez un objet qui est un petit peu déterminant, un petit peu comme j'en reviens un peu à ces émissions de télé-réalité, mais bon, c'est un seul exemple qui me vient à l'esprit, parce qu'on sent que ce serait un bon candidat finalement pour ce genre aussi d'émission. C'est pas du tout notre cam, tout ça. Non, pas du tout, mais évidemment. On se sent extrêmement responsable de Bastien, de tout ça. On sait très bien que si le film n'existait pas, il n'y aurait peut-être pas eu le bouleversement qu'il traverse actuellement dans sa vie. Donc il a quitté le Front National. Ça, c'est peut-être pas le film qui en est responsable, mais il chemine. On sent qu'il chemine énormément. Il commence à critiquer ouvertement ses années passées au FN, son passé. On se sent responsable à chaque instant. On va pas le lâcher, le laisser justement dans la nature sans assumer notre part de responsabilité. Donc on l'a souvent au bout du fil. Oui, c'est-à-dire ce soir, qu'en fait, on sera à ses côtés. On a appris avec ce film à différencier nos divergences politiques qui sont farouches, qui sont importantes et qui sont importantes d'être soulignées. C'est-à-dire que nous sommes... voilà, en tout cas, il faut surtout pas que... Pardon. Et par ailleurs, en tout cas, on sait que nous avons des responsabilités humaines qu'on ne va pas oublier à cette occasion. Sinon, ça serait... On ne va pas se déshumaniser parce qu'on est au contact de quelque chose qu'on trouve violent ou pas assez humain. Mais d'ailleurs, ce sentiment de responsabilité, on l'a eu tout au long du processus. C'est depuis le début. À partir du moment où on filme quelqu'un, on a une éthique envers lui. C'est-à-dire, il nous dit « je ne veux vraiment pas apparaître là », eh ben, on respecte ça. Le dispositif où on lui fait lire le texte, ça vient aussi de là. C'est obtenir sa validation, tout simplement. De dire, on ne raconte pas n'importe quoi sur toi. On a besoin de ton aval, on a besoin de vérifier qu'on n'a pas raconté. Et d'ailleurs, cette préoccupation, moi, c'est ce que j'ai découvert avec ce film, cette préoccupation n'empêche pas d'aller sur les sujets qui fâchent, n'empêche pas de s'opposer, n'empêche pas d'identifier la violence là où on voit la violence, mais on peut le faire sans taper sur son personnage. Alors le film est actuellement en tournée d'avant-première, comme on dit. Est-ce que vous avez eu des
des réactions. Alors, ce soir, c'est à Beauvais, donc Bastien est là. Je pense que les autres soirs, ce n'était pas le cas. Hier soir, Hier soir, si, Amiens. c'était à Amiens. Oui. C'était à Amiens, Amiens donc, aussi. un donc. lieu du tournage important. Et justement, là, à travers ça, dans la région du documentaire, est-ce qu'il y a un ressenti? Est-ce qu'il y a aussi un ressenti, oui, du public différent? Est-ce que vous avez ressenti les choses différemment des autres avant-premières? Hier, énormément. Ouais. Mais déjà, on peut dire que d'une manière générale, on sent tout un panel de réactions au film. On sent que les gens réagissent au film aussi au regard de leurs a priori ou de ce qu'ils pensent sur le FN. Quand on a en face à nous quelqu'un qui est un militant ou quelqu'un de très engagé, qui a une idée précise sur ce qu'il faut dire ou penser du Front National, on sait qu'il viendra nous dire « vous n'avez pas dit ce que je pense qu'il faut dire » et des choses comme ça. Et en même temps, là où je suis personnellement rassuré, où je me sens à l'aise maintenant que le film est fait, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la complexité qu'on a essayé de mettre dans le film. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire un film qui dit il faut regarder les choses comme ça, mais on a essayé de faire un film qui change très régulièrement d'axe de regard sur le sujet. Et donc, on peut dire un militant, c'est à la fois une personne et c'est à la fois une idéologie. On peut dire, on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on valide ses idées. On peut dire, on peut comprendre une mécanique qui amène quelque part en comprenant que ça amène au pire. Il y a des tas de choses comme ça. Et donc, on a évidemment des gens qui vont dire vous vous êtes fait avoir par ce jeune homme qui vous a fait je vais les deux extrêmes. Vous êtes fait avoir par ce jeune homme qui a réussi son exercice devant votre caméra, et d'autres qui vont dire vous vous êtes payé ce jeune homme et vous en avez fait votre objet. Je pense qu'on est entre les deux et qu'on se promène entre les deux et que c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas avec le film dire voici comment on veut se comporter avec Bastien, on dit voici la complexité de notre relation et voici comment elle peut varier, quoi. Ensuite... Après, on peut peut-être parler d'hier soir, c'est-à-dire que Voilà. on a présenté le film avec Bastien à Amiens et on n'avait vraiment aucune idée de la manière dont la salle allait réagir à sa présence. Est-ce qu'il allait être sifflé, est-ce qu'il allait être... il a été applaudi d'emblée dès qu'il est arrivé. Les gens ont compris, je crois, le geste incroyable qu'il a fait. Oui, parce qu'il y a quand même un certain courage. On a- va parce enlever qu'il a été- L'énorme courage. Il a été applaudi par des gens qui ont commencé en disant je suis complètement anti-Front National. Voilà. Ce film ne me donne pas envie de voter pour ce parti, mais je suis impressionné par votre démarche qui est de participer au film, décider de raconter tout ce que vous racontez et ensuite venir rencontrer une salle. Les gens disaient que c'est un exercice qui est périlleux, qui engage de sa personne, etc. Et que ça les chamboulait, et que ça les a fait changer d'avis sur... Et est-ce que le film a été vu par des membres du FN, enfin des dirigeants du FN? Est-ce que vous avez eu des retours, dont le jeune là qui... Alors, Éric Richard-Mose, qui était son chef, était là hier soir aussi. Il n'a pas pris la parole. Il n'a pas pris la parole. Il est maintenant au parti de Florian Philippot. Là. Donc, je pense que leur stratégie de communication est de cracher sur l'ancien FN. Nous avons du mal à. Oui, on sait que les politiques, de toute façon, les politiques ont vis-à-vis du film une stratégie de communication. Donc, voilà. on des éléments de langage. Ce sera des éléments Comme de langage. Mais sinon, au niveau du Rassemblement national aujourd'hui, pas encore de réaction, puisque le film commence tout juste à être vu. Mais on ne se doute pas qu'ils trouveront les mots qui seront décidés entre eux, qui à la fois les mettront en valeur, les feront passer pour des victimes ou tireront la couverture à eux. Mais ce n'est pas le problème, quoi. Comment s'est fait le choix des musiques, de la musique pour le film? Alors ça a été une recherche qu'on a fait très tôt, puisqu'on avait cette envie de voix off romanesque, de quelque chose qui la soutienne par moment. Cette voix off, elle est au passé. On cherchait une musique qui soit pas trop contemporaine, qui évoque un petit peu l'univers dans lequel navigue Bastien. Cet univers de Laser Quest. Bastien travaille dans un Laser Quest, des jeux de laser, écoute beaucoup de musique électronique. Donc que ça colle un peu à lui, sans toutefois être la musique qu'il écouterait.
donc qui crée quand même la distance, puisque la musique, c'est la patte du réalisateur, hein, c'est vraiment le réalisateur qui parle, hein, d'après nous. Et donc on est tombé un jour sur la musique de ce compositeur, et ça collait. Ouais, c'est une musique électronique du début des années 80. Début des années 80, ouais. Avec à la fois l'aspect électronique moderne et à la fois c'est une musique dont on n'a retrouvé que des bandes. C'est des cassettes qui ont été enregistrées avec du coup une vitesse qui peut varier parfois et donner un peu la couleur du passé, qui donne au texte aussi un aspect ancien qui permet la distance qu'on souhaitait prendre pour le film. Et puis, La musique est en arrière-plan, hein, quand même, Oui. dans ce film. Oui, mais, il y a des films où mais elle est présente. Elle est actrice Oui, aussi. bien sûr. Elle est voilà, mais on se disait que nous, le héros, enfin un des personnages du film, c'est le récit, le texte, et donc il fallait que la musique soit au service du texte et non l'inverse. Vous travaillez à deux, et justement, pourquoi déjà? Pourquoi deux réalisateurs? Et est-ce que ça va toujours être comme ça, un petit peu les frères Cohen du documentaire? Ça, on ne sait pas. Après, on travaille à deux parce qu'on est des grands amis. Ouais. On aime travailler ensemble depuis longtemps. On y prend un grand plaisir, je pense. Et est-ce que vous pensez à la fiction? On y songe aussi, oui. On laisse la porte ouverte à plein de choses. Je crois que dans le dernier film, La sociologue et l'ourson, et celui-là, on sent une envie de fiction. Hein. En fait, une envie de mise en récit. Oui. Je pense que c'est ça qui nous plaît énormément, c'est que c'est que même faire un documentaire, c'est raconter une histoire. Ce qu'on aime bien dans le documentaire, c'est qu'on fait pas semblant d'être dans la fiction, même si on peut utiliser parfois des grammaires qui s'y rapportent, c'est plutôt de la mise en récit. Je pense d'ailleurs qu'on peut faire de la fiction en réinventant les manières, les codes du récit, enfin en cherchant à les retravailler. Si on fait de la fiction, ce sera peut-être un peu dans cet état d'esprit. Parce qu'on on s'est rencontrés à l'école, dans une école d'art, où on a appris à travailler sur différents médiums et à passer de l'un à l'autre, etc. Donc on aime bien chercher. Et là, pour terminer, vous venez présenter en avant-première au CGR Cinespace de Beauvais la cravate. Quelle est pour vous l'importance, justement, une fois que votre film est terminé, de cette rencontre avec le public que finalement on ne rencontre jamais quand on est en train de préparer un film et de le tourner? Quelle est pour vous donc cette importance de cet échange? Ici, c'est très très particulier, vous l'avez compris. C'est là où on a filmé et il y on a en un est enjeu très énorme content. pour Bastien. En général, c'est un grand plaisir d'entendre une salle, sentir où elle réagit. C'est souvent différent d'une salle à l'autre aussi, en fonction des publics. Je crois que c'est parce qu'on aime avant tout la salle noire. Hein. On aime le cinéma qui nous emporte. Et les échanges avec le public. Beaucoup aussi. Bien ouais. sûr. Parce qu'on fait les films en réfléchissant et on continue à réfléchir au contact de la salle. On a un cinéma où on a envie d'interroger le spectateur. On ne demande pas au spectateur. Je pense que dans notre cinéma, le spectateur n'est pas passif. Hein. On le questionne beaucoup, quoi. Et donc, c'est forcément des films qu'on aime accompagner et dont on aime parler après. Ouais, c'est ça. Je pense même, je disais, sur ce film en particulier, je pense même qu'on peut dire que on espère donner, comme peut l'être un roman, un objet d'étude au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur peut lui-même aller chercher des informations pour fabriquer son interprétation, parce qu'on ne peut pas sonder un homme. Personne ne peut sonder totalement un homme. On ne peut que donner tout un tas d'éléments qui nous permettent de nous dire, il me semble que j'arrive à reconstituer le personnage intérieur de cette personne et de comprendre sa trajectoire, mais on ne peut pas... Et voilà. Donc nous, on essaie de le faire, mais je pense que le spectateur essaie de le faire aussi. Voilà, donc le film, pour ceux qui ne seraient pas là ce soir et qui ont raté donc cette avant-première, La Cravate, le film sort le 5 février. Nous, on a vraiment apprécié votre travail. Ce film est un objet merveilleux. Il nous emmène, il nous transporte, effectivement, il nous interroge beaucoup.
En plus, il ne nous transporte pas si loin que ça, puisqu'il nous ramène à Beauvais. Et il nous amène dans toute cette histoire. Il nous questionne énormément. Et vraiment, je vous remercie pour cela. On a hâte de voir le prochain. Et en tout cas, on sera présent en salle le mercredi 5 pour la sortie de La Cravate. Et on ne la mettra pas, par contre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, Florian, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. Ça fait un peu flipper tout ça quand même. C'est une claque parce que quand même, une histoire individuelle comme ça, c'est incroyable, quoi. C'est surtout aussi tout le travail qui a été fait derrière, voilà, parce qu'il y a eu un travail énorme, et ça, rien que pour ça, j'encourage tout le monde à venir le voir le film, parce qu'il est, honnêtement, j'ai un ami, c'est Monsieur Ruffin, qui fait de très beaux films aussi, et là je peux dire qu'eux, ils sont largement à la hauteur aussi, et j'encourage justement à venir le voir, et seulement après, messieurs, dames, faites votre opinion. Mais franchement, moi j'ai été satisfait, et c'est une bonne pointure, un bon film avec une bonne pointure. Venez nombreux et nombreuses. Un film sur l'éducation et pas tellement sur la politique. Et je crois que c'est pas seulement le parti national qui fonctionne comme ça, mais tous les partis fonctionnent un petit peu comme ça. Ah, voilà. C'est assez... Il a quand même ses qualités personnelles qui font que ça lui permet de réfléchir. Enfin, on voit qu'il réfléchit encore maintenant. Et... Oui, non, c'est un très bon film, un très bon documentaire. Si j'avais si j'avais l'occasion de rencontrer des personnes que je percevrais comme susceptibles d'aller voir ce film demain, je m'appuierai avant tout sur les fondements qui ont fait devenir ce jeune comme il était. À savoir pourquoi, à un moment ou à l'autre, il est entré dans la logique skinaise, dans la violence intérieure finalement, et qu'il a eu besoin d'exprimer cette violence, in fine, en intégrant un parti politique dont il ne percevait pas très bien les ficelles, je dirais, entre guillemets. Hein. Et puis, le second argument, ça serait bien sûr de laisser entendre, sans le dévoiler, mais la progression de son parcours, tout le travail sur lui-même qu'il a pu faire, et aidé par des personnes compétentes et qui l'ont, je pense, beaucoup soutenu. Et puis le courage qui est le sien, et qui est vraiment remarquable. Et aujourd'hui, je pense que c'est une excellente forme, une excellente façon de, là, véritablement, de dédiaboliser ceux qui continuent à diaboliser. Car il y a encore beaucoup de gens qui continuent à diaboliser. Et il est souvent très difficile d'entrer dans les débats, même si le mouvement national n'a plus l'image du FN de papa. Néanmoins, je connais encore nombre de gens qui disent mais parler au mouvement national, c'est tabou, c'est quelque chose qui dépasse les limites du permis. Et oui, alors que justement, plus l'on parle à ces personnes et plus les interlocuteurs sont jeunes, et plus on leur offre des perspectives, moins ils seront tentés d'adhérer à des thèses qui ne peuvent que les conduire dans des impasses. Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier. Ah, mais après, il filme, je vais dire des trucs. Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça est confidentiel. Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma, qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité?
Je passe pour un salaud du coup. J'étais un salaud. La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Ouais.